Bon, donc nous allons poursuivre et terminer ce cours consacré à P53 dans le cadre plus large de la régulation de l'expression génétique. Et donc, vous vous souvenez que lors de la fin du précédent cours, nous étions en train d'examiner comment les mutants ponctuels du gène P53 chez la souris, ce qu'on appelle encore des knock-in, avait permis d'éclairer d'un jour nouveau la physiologie de cette protéine dans la vie normale. Et en particulier, nous avions vu comment la mutation de certains des sites de transactivation avait permis de découpler l'effet de protection contre les tumeurs de l'effet d'induction de l'apoptose. Et je crois que nous avions ensuite également parlé de la coopérativité, ou montrer que la liaison entre deux protéines au niveau de l'ADN faisait appel à un simple pont salin qui a été identifié donc, entre ces deux résidus, et que la mutation de changement de charge de l'un de ces résidus abolit complètement la coopérativité, et que cette simple abolition de la coopérativité conduit sur la survie à un phénotype qui est intermédiaire entre la protéine normale et la protéine et l'absence de protéine qui est représentée ici, hein, ce double mutant. Donc il y a un phénotype intermédiaire entre la souris sauvage normale et la souris sans P53. Et sur des tests comme l'induction d'apoptose, vous voyez que ce mutant, en fait, en induction d'apoptose, est un mutant nul. Il n'a aucun effet comme dans l'absence de P53. Alors, je voudrais maintenant consacrer quelques minutes à des travaux très récents sur la mystérieuse région C-terminale de la protéine. Alors cette région C-terminale, c'est celle-ci, vous voyez, elle est tout à fait située à l'extrémité de la protéine. Elle comprend le domaine de tétramérisation et ce domaine de régulation. Et en regardant ce domaine de régulation, vous voyez immédiatement qu'il y a des similitudes frappantes avec ce que l'on a vu sur les queues d'histones, avec en particulier des régions qui sont extrêmement riches en résidus de lysine, vous voyez le résidu K ici, et ces résidus de lysine sont massivement modifiés par des modifications post-traductionnelles de très nombreux types, l'acétylation, l'ubiquitination, mais aussi la nédylation, la sumoylation, et puis on retrouve la phosphorylation et la méthylation. Et vous voyez donc qu'il y a un très large éventail de possibilités de modification sur cette région C-terminale de la protéine. Et on a vu assez rapidement que ces modifications étaient des modifications, comme dans le cas des histones, qui sont des modifications régulatrices et qui vont permettre de réguler de manière extrêmement fine. Et quand on dit extrêmement fine, ça veut dire en fait encore assez largement incomprise aujourd'hui, la fonction de cette protéine, puisqu'on va réguler à la fois la stabilité de cette protéine, on va aussi réguler son pouvoir intrinsèque, si j'ose dire, c'est-à-dire sa capacité à transactiver. Et puis également, et c'est une découverte très récente et encore là aussi peu comprise au niveau du mécanisme, on va pouvoir réguler la fixation à l'ADN, peut-être par le démasquage du domaine DNA binding. Donc ces modifications sont nombreuses. Il y a un certain nombre de groupes qui ont soit fait, soit sont en train de faire des modifications ponctuelles sur certains de ces résidus. Vous voyez, on peut changer la lysine en arginine, et en changeant la lysine en arginine, on va abolir la plupart de ces modifications. Mais ce que je veux vous présenter aujourd'hui, ce sont des travaux récemment publiés qui montrent simplement que cette région est importante, sans rentrer dans le détail de ces dizaines de modifications. Et vous comprenez bien que lorsqu'on a ces dizaines de modifications individuelles, quand on arrive à la combinatoire, on va arriver à une combinatoire de plusieurs centaines de modifications, et que c'est cette combinatoire qui va au fond régler de manière fine la fonction de la protéine. Alors comment sait-on que cette région C-terminale est importante? Eh bien en fait d'une manière extrêmement simple, on va l'enlever. Et donc deux groupes, l'un en France et l'autre aux États-Unis, ont réalisé des souris génétiquement modifiées dans lesquelles cette région C-terminale a tout simplement été enlevée. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, delta-CTD pour déléter de la région C-terminale. Et quand vous regardez le phénotype de ces souris, peu de temps après la naissance, eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elles ne sont pas du tout normales, et que les souris pour lesquelles la protéine P53 n'a plus sa région C-terminale sont beaucoup plus petites. Elles sont beaucoup plus petites, elles ne grossissent pas après la naissance, et en fait, elles meurent extrêmement rapidement.
Alors, quelle est la cause de cette mort? Eh bien, une des causes qui a été vue tout de suite, vous pouvez la voir pour ceux qui êtes peut-être au premier rang, peut-être pas au-delà et je m'en excuse, des os qui sont blancs. Et lorsqu'on a affaire à des os blancs, eh bien, ça veut dire que l'hématopoïèse est fortement compromise, on n'est plus capable de faire des globules rouges, et ce sont bien sûr ces globules rouges qui vont donner la coloration rose aux os. Et si on regarde d'autres organes hématopoïétiques, comme le thymus ou la rate, vous voyez que le thymus est atrophique, la rate est également atrophique, et ceci a été quantifié de manière extrêmement fine. Dans les travaux du groupe français, on voit simplement, vous voyez ici une moelle normale, donc vous avez l'os, et à l'intérieur de cet os, vous avez en violet ici la moelle qui s'est développée, qui a proliféré. Eh bien, lorsque l'on regarde maintenant ce qui se passe chez ces souris, pour lesquelles P53 n'a plus de région C-terminale, eh bien, vous voyez qu'essentiellement, la moelle est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hématopoïèse, et ce compartiment spécifique des cellules hématopoïétiques a essentiellement disparu. Et ça, on peut l'objectiver par une mesure simplement du nombre des cellules. Alors, LSK, c'est du chinois, ça veut dire des cellules souches, les cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules souches hématopoïétiques, eh bien, essentiellement, il n'y en a plus à la naissance. Et il n'y en a plus. Une des raisons qui a été décrite par le groupe français, c'est qu'il y a, au fond, un épuisement des cellules souches à cause d'anomalies télomériques. Vous voyez ici des représentations des télomères, qui sont donc les extrémités faites de séquences répétées à l'extrémité des chromosomes, qui sont hybridés ici avec une sonde rouge. Vous voyez que dans la situation normale, chaque chromosome a des télomères de chaque côté. Vous voyez des petits points rouges de chaque côté. Eh bien, si on regarde cette souris pour laquelle on a un épuisement des cellules souches, vous voyez qu'il y a de nombreux chromosomes qui n'ont plus de séquence télomérique, ce qui veut dire que les cellules souches se sont trop divisées et que s'étant trop divisées, elles ont épuisé leur séquence télomérique, elles sont ensuite entrées en sénescence. Et donc, du fait de l'absence de cellules souches, on va avoir une disparition de l'hématopoïèse. Et bien entendu, cette disparition de l'hématopoïèse est à l'origine à la fois des défauts de croissance, mais aussi bien sûr de la mort rapide. Donc, vous vous rappelez que je vous ai déjà montré plusieurs fois cette diapositive, donc, qui cherche à montrer qu'on peut aujourd'hui tenter de dresser un parallèle entre la présence d'un facteur de transcription, ici dans le cas de figure qui nous intéresse P53, une modification post-traductionnelle ou un ensemble de modifications post-traductionnelles, et nous parlerons donc aujourd'hui de la présence de la région C-terminale, et puis une fonction. Et on voit donc que dans le cas que je vous ai présenté, la perte de la région C-terminale va conduire à un épuisement des cellules souches du fait de l'absence des modifications. Alors, dans cette cascade, évidemment, ce qu'on cherche, c'est à introduire au milieu, entre facteurs de transcription, modifications post-traductionnelles et fonctions, bien entendu, des gènes cibles. Et donc, ces auteurs ont regardé ce que pouvait donner l'activation des gènes cibles dans ces deux différents modèles. Alors, c'est un peu du... il y a beaucoup d'informations. On a affaire là à des gènes cibles de P53, et on va les comparer entre des souris sauvages ou des souris qui n'ont pas P53, donc des souris agéniques P53, et enfin ces souris génétiquement modifiées pour lesquelles la région C-terminale est absente. Et essentiellement, ce que je veux vous montrer à travers cette diapositive, eh bien, c'est qu'il n'y a pas une règle pour tout le monde. On a là en haut deux tissus, de mémoire, je crois qu'il s'agit du foie et de la rate, et essentiellement, on a une variabilité individuelle, gène par gène et tissu par tissu. Et donc, si vous regardez par exemple l'un des gènes canoniques les plus célèbres de P53, qui est la protéine P21, protéine qui est responsable de l'arrêt de cycle cellulaire en G1, vous voyez qu'on a avec le mutant de la région C-terminale une protéine qui est en fait hyperactive. Elle est beaucoup plus active que la protéine sauvage, et bien entendu, lorsqu'on n'a pas P53, on n'a rien. Donc sur ce tissu-là, on a un mutant hyperactif. Si on change de tissu, eh bien, vous voyez qu'on a une transcription complètement normale. Donc ceci vous montre qu'on a affaire à une régulation étroitement tissu spécifique de l'effet de cette mutation, avec un effet absolument majeur dans un premier tissu et aucun effet dans le second tissu. Si on prend maintenant un autre gène, comme un gène apoptotique, comme PUMA par exemple, ou NOXA, eh bien, vous voyez qu'on a dans ce cas-là une hyperactivation de ce gène d'apoptose en présence de la perte de la région C-terminale.
dans ce tissu, donc encore une fois un mutant hyperactif. Eh bien, si on regarde maintenant sur l'autre tissu, vous voyez qu'il ne se passe rien. On a même au contraire une sous-activité, hein, parfois même une très forte baisse de l'activité dans cet autre tissu. Tout ça pour vous dire qu'au fond, la transcription, c'est très compliqué et que ça va dépendre non seulement, bien sûr, de la protéine, de ses modifications post-traductionnelles, mais aussi de facteurs tissulaires, qui sont des facteurs qui sont encore assez largement incompris, peu identifiés, et qu'on a donc tout un réseau qui va régler cette fonction. Alors, ceci m'amène à revenir sur cette question évidemment fondamentale, encore largement incomprise. Quelle est la base de ce phénotype de suppression des tumeurs? Quelle est la base cellulaire? Quelle est la base moléculaire? Quels sont les gènes qui sont essentiels à ce phénotype de suppression des tumeurs? Eh bien, c'est une diapositive ancienne et qui montre qu'au fond, à l'époque, on pensait qu'il y avait deux effets. On pensait qu'il y avait un premier effet en présence de très fort stress, la voie rouge, si j'ose dire, avec induction d'apoptose et de sénescence, disparition des cellules endommagées en réponse au stress, et que ceci allait conduire à l'élimination des tumeurs qui, vous en souvenez, est la caractéristique la plus frappante de l'absence de P53 chez la souris. Et puis on décrivait une autre voie, elle induite soit par du stress qu'on qualifiera de basal, soit même par pas de stress du tout, par l'activité fondamentale de la protéine, qui passe par l'arrêt de cycle cellulaire, qui passe aussi par l'induction de la réparation de l'ADN, un point essentiel, important dont on a encore peu parlé, et qui passe aussi par la capacité de P53 à s'opposer aux réactifs, aux espèces dérivées de l'oxygène, ce qu'on appelle les ROS, Reactive Oxygen Species, qui sont des formes d'oxydation liées à l'activité, au métabolisme basal et qui semblent extrêmement importantes dans le vieillissement, et que donc au fond P53 va avoir la capacité à maintenir ces cellules, et en particulier ces cellules souches, dans un état normal, et que ceci va contribuer à la suppression de tumeurs. Donc cette diapositive, je vous l'ai dit, est ancienne, et je vous l'ai montrée essentiellement pour la critiquer. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, grâce à deux expériences fondamentales, que ce modèle est assez largement faux. On le sait pourquoi? Eh bien, je vous ai dit que plusieurs groupes ont montré qu'on peut au fond abolir complètement cette voie-là et qu'on n'induit pas de sensibilité aux tumeurs. Je vous ai dit qu'on pouvait à la fois éliminer le gène P21, donc qui est le gène universel du contrôle du cycle. On peut éliminer les gènes de l'apoptose. On va obtenir une souris compliquée avec ce qu'on appelle un triple KO, dans laquelle cette voie-là est essentiellement complètement inactivée. Eh bien, ces souris inactivées pour P21 et pour les gènes essentiels de l'apoptose ne développent pas de tumeurs spontanées, ce qui montre bien que les bases de la protection antitumorale ne passent pas par cette branche-là. Et inversement, il y a une dizaine d'années environ, un groupe a réalisé une expérience extrêmement simple, prenant donc des souris agéniques complètement pour P53, donc des P53KO, et leur a donné des antioxydants, une molécule qu'on appelle la N-acétylcystéine. La N-acétylcystéine est un produit qui doit donner assez couramment en santé humaine. C'est donné pour les infections pulmonaires comme fluidifiant. J'ai oublié le nom du commerce. Mucomyste, voilà, c'est le mucomyste. Et donc, on peut, au fond, en donnant du N-acétylcystéine aux souris agéniques P53, repousser de manière extrêmement importante la survenue des tumeurs. Et ceci, donc, démontre de manière pharmacologique qu'une part très importante de la protection contre le développement des tumeurs passe par la protection contre les espèces réactives de l'oxygène, et que donc, dans cette fonction antitumorale de P53, le métabolisme et la protection contre ces espèces de réactifs de l'oxygène, au moins chez la souris, jouent un rôle absolument fondamental. Alors, voilà ce qu'on sait, et je vous ai mentionné également rapidement que certaines des souris knock-in, en particulier les souris knock-in sur les sites d'acétylation, n'étaient plus capables d'induire les gènes d'apoptose, n'étaient plus capables non plus d'induire P21, donc le gène clé de l'arrêt de cycle, mais était néanmoins capable de protéger contre les tumeurs. Encore une fois, c'est une preuve indirecte du rôle des espèces réactives de l'oxygène dans ce processus. Alors il y a un deuxième facteur qui paraît également important, qui est moins bien connu, c'est celui du vieillissement.
Et on sait, je vais vous le montrer dans un instant, que indépendamment de la protection contre les tumeurs, il y a des effets sur le vieillissement. Et ces effets contre le vieillissement semblent également impliquer de manière très importante, et peut-être même majeure, les effets métaboliques de P53, les effets en particulier sur le métabolisme oxydatif et les ROS, et puis peut-être aussi, au niveau des cellules souches en particulier, les effets sur la sénescence des cellules souches. Et effectivement, chez la souris, on a pu découpler de manière génétique ce phénotype de protection contre les tumeurs et également le vieillissement. Alors d'abord, on a montré que si on a une activation chronique du dommage à l'ADN avec des souris qui sont mutées, par exemple, sur des gènes de réparation comme BRCA1, eh bien, on va avoir un vieillissement accéléré de ces souris lié à P53. Donc, un défaut de réparation de l'ADN chronique va conduire à une activation chronique de P53, et cette activation chronique de P53 va conduire à un vieillissement accéléré. On a également décrit des mutants de P53, on y reviendra, en particulier des mutants qui ne sont plus régulables négativement par MDM2. Et si l'on fait des souris transgéniques avec ces mutants, eh bien, on va avoir un vieillissement accéléré. On n'aura pas de tumeur, mais on aura un vieillissement accéléré, peut-être du fait de cet effet encore mal compris sur les cellules souches. Et puis, on a décrit aussi des souris super P53. Donc, on a décrit des super P53 qui ont 3 copies du gène. On a également décrit des super ARF qui ont 3 copies de ARF, ou alors des souris avec une haploinsuffisance pour MDM2. Eh bien, dans ces 3 cas de figure, on va avoir une plus forte protection contre les tumeurs. C'est pour ça qu'on les appelle super souris. On va avoir encore moins de tumeurs que dans le cas que chez la souris normale. Par contre, on a encore un vieillissement qui est normal, et on pense que le vieillissement est normal parce que l'ensemble des régulations post-traductionnelles de P53 sont normales. Et puis on a décrit un cas extrême qui est la souris super ARF super P53, dans laquelle là non plus on n'a plus de tumeur, mais en plus on a un vieillissement qui est légèrement retardé. Et donc ceci vous montre que génétiquement on peut découpler cet effet sur la croissance des tumeurs de l'effet sur le vieillissement spontané. Alors nous allons maintenant parler d'un autre facteur important qui est la localisation. Au fond, on a beaucoup parlé de biochimie pour l'instant, mais où est-ce que tout ceci se passe dans la cellule? Est-ce que ceci a une importance dans le processus de régulation? Alors, une diapositive d'introduction d'abord qui vous montre sous la forme de cette sphère un noyau. Et lorsque j'étais à votre place sur les bancs de la faculté, eh bien, on croyait que le noyau était quelque chose de relativement homogène. La vision du noyau se limitait à un sac qui allait avoir de l'ADN, et on allait secouer ce sac et ça allait faire de l'ARN de temps en temps. Et puis on ne savait pas grand-chose de l'organisation du noyau. Et les progrès de la biologie cellulaire, on connaissait bien sûr l'existence du nucléole, donc un premier compartiment qui est spécialisé dans la transcription des gènes codant pour les ARN ribosomiques, que vous voyez ici. Mais les progrès de la biologie cellulaire ont révélé de très nombreuses structures à l'intérieur du noyau, de très nombreuses structures dont une dont on va parler un peu extensivement, qui sont les corps PML, le nucléole, et puis aussi le complexe de pores nucléaires, qui va être le passage obligé pour sortir du noyau ou au contraire entrer dans le noyau, ce qui est évidemment une opération très fortement régulée. Nous avons déjà parlé au début de ce cours de la lamine et de l'hétérochromatine périnucléolaire. Alors, qu'est-ce que l'on sait? Eh bien, la première chose, c'est qu'on sait que l'export de P53, donc la partition entre le noyau et le cytoplasme, eh bien, cet export est largement réglé par la mono-ubiquitination de P53. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la polyubiquitination, on a dit que cette polyubiquitination était un facteur important pour régler la stabilité de la protéine P53 en conditionnant son adressage vers le nucléole. Eh bien, la mono-ubiquitination va permettre la sortie de P53 vers le cytoplasme. Cette monoubiquitination va être en partie régulée par MDM2. Donc, comme vous le voyez ici, si on a une monoubiquitination par MDM2, on sort et on peut éventuellement avoir une dégradation dans le cytoplasme. Ceci n'est pas parfaitement établi.
On peut par contre, si on prolonge ce processus de modification post-traductionnelle, avoir une polyubiquitination qui, encore une fois, va adresser vers le protéasome, comme on l'a vu dans un cours précédent. Alors, ceci va être réglé par des désubiquitinases, comme OSP et d'autres, qui vont permettre éventuellement une désubiquitination et un réimport de P53. Donc voilà un point de régulation dans lequel on va permettre de décrocher P53 de la chromatine et de l'envoyer vers le cytoplasme. Envoyée vers le cytoplasme, on va voir qu'elle peut être soit dégradée, soit envoyée, dans certains cas, vers la mitochondrie pour réguler l'apoptose. Alors, on connaît également des régulations du transit entre le nucléole et le nucléoplasme. Et donc, vous vous rappelez qu'on a dit que la protéine ARF, régulateur essentiel de la voie P53, est située principalement dans le nucléole. Elle est liée à une protéine importante pour le cancer qu'on appelle NPM, et les deux ont un rôle important dans le contrôle de la fabrication des ribosomes et donc le contrôle de la synthèse protéique. Sous l'effet du stress, on va avoir en particulier du stress oncogénique, on va avoir une augmentation de la quantité de ARF, et cette ARF augmentée de quantité va du coup se retrouver dans le nucléoplasme. Dans le nucléoplasme, il va pouvoir exercer toutes sortes de fonctions, en particulier sur MDM2 par une liaison directe. Il va donc en particulier bloquer l'ubiquitination de P53. Il peut même conduire à l'import de MDM2 à l'intérieur du nucléole, où il ne sera plus capable de modifier P53. Donc voilà un deuxième niveau de régulation par la partition finalement entre noyau et nucléole, qui va être largement sous la dépendance de ARF, mais aussi sous la dépendance de son partenaire NPM. Et nous n'en parlerons pas cette année, mais NPM est un gène qui est fréquemment muté dans les leucémies. Donc c'est aussi un gène qui est à l'origine du développement de certains cancers. Alors ceci est également important dans le contexte de ce que l'on appelle le stress nucléolaire. Donc le stress nucléolaire, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, on sait que le nucléole finalement s'assemble grâce à la transcription des gènes ribosomiques qui vous sont représentés ici. Et ces gènes ribosomiques vont s'associer avec des complexes de protéines pour former des sous-unités de ribosomes qui vont ensuite être exportées vers le cytoplasme. Donc ça, c'est la situation normale. MDM2 est dans le nucléoplasme et va dégrader P53 en laissant essentiellement la voie P53 à l'arrêt. Eh bien, si on a ce que l'on appelle du stress ribosomique, par exemple si on arrête la transcription des gènes ribosomiques ou si on a un défaut dans la fabrication ou l'import des protéines qui vont constituer ces complexes avec les sous-unités ribosomiques, avec les ARN ribosomiques, pardon, eh bien, le nucléole va se désorganiser et cette désorganisation du nucléole va conduire à un relargage des protéines ribosomiques et des ARN ribosomiques. Or, ces protéines ribosomiques vont être des régulateurs très importants, régulateurs de la fonction de MDM2. Ils vont essentiellement bloquer la fonction de MDM2 comme par une liaison directe, soit des protéines ribosomiques, soit des ARN ribosomiques, comme vous le voyez ici. Et puis, il a également été décrit une liaison directe de certaines protéines ribosomiques, en particulier la grande protéine 26, qui vont se fixer à l'ARN de P53 et augmenter sa traduction. Cette augmentation de la traduction, comme l'inhibition de MDM2, conduisant à l'augmentation forte de la stabilité et de l'abondance de P53, et donc à une activation de ces gènes cibles, et donc à l'arrêt de cycle, l'apoptose ou la sénescence. Donc ceci est un mécanisme très important de sauvegarde qui va permettre de surveiller en quelque sorte la fonction du nucléole, de surveiller la fabrication des ribosomes et qui, en réponse donc à des défauts de ces processus biologiques, va conduire à l'arrêt de cycle ou à la mort de la cellule. Bon, donc nous avons parlé du trafic nucléocytoplasmique, nous avons parlé du nucléole, et nous allons maintenant parler d'un troisième élément qui intéresse particulièrement mon laboratoire, qui sont ces petites structures que vous voyez ici représentées en microscopie électronique avec de l'hybridation au grain d'or, donc qui sont des petits domaines sphériques, des petites cavités à l'intérieur du noyau. Et les travaux de nombreux groupes ont montré
que ces structures qu'on appelle les corps nucléaires PML ont un rôle dans le contrôle de la fonction de P53 et par là même, ils vont avoir un contrôle absolument essentiel sur la sénescence et sur l'acquiescence des cellules souches, en particulier sur la sénescence. Si on n'a pas ce gène PML, eh bien, on est incapable, dans la plupart des cas, de faire de la sénescence, démontrant donc son rôle dans le contrôle de ce processus. Alors, ces corps nucléaires PML que vous voyez représentés ici, avec une immunofluorescence PML, donc à l'intérieur du noyau, vous voyez, ce sont des domaines, dizaines, à l'intérieur du noyau, et les travaux encore de très nombreux groupes ont montré que ces corps PML étaient capables de recruter un très grand nombre de protéines partenaires. Vous voyez ici une liste non extensive de toutes ces protéines qui vont être capables d'être recrutées jusque dans ces domaines. Et donc, il y a eu toutes sortes d'hypothèses qui ont été émises quant à la fonction de ces domaines. Et celle qui semble la plus raisonnable aujourd'hui, c'est un contrôle des modifications post-traductionnelles, donc de la fonction et également de la stabilité de l'ensemble de ces partenaires. Alors, des travaux récents de l'équipe, et en particulier de Valérie Lallemand, ont permis de disséquer au niveau subcellulaire la formation et la fonction de ces domaines. Et donc, PML est une protéine que vous voyez ici, qui va en fait polymériser en réponse au stress oxydant, en partie au moins par la formation de ponts disulfure, que vous voyez représenté ici en noir. Et cette polymérisation va créer cette coque qui délimite ce que l'on pense être une espèce de chambre catalytique qui va permettre le recrutement des protéines partenaires. Et ces protéines partenaires vont être recrutées vers un mécanisme de modification post-traductionnelle qui fait appel à ce que l'on appelle la sumoylation. Je crois qu'on en a déjà parlé dans le premier cours. La sumoylation, c'est une modification par un peptide qui se rapproche de l'ubiquitine, donc ça ressemble en fait à l'ubiquitination. Et la sumoylation de PML sur un résidu particulier va créer un site accepteur pour ce domaine que l'on a représenté ici en jaune, qu'on a appelé SIM. SIM, ça signifie Sumo Interacting Motif, donc c'est une petite zone de la protéine qui va coller à Sumo, comme vous le voyez ici, permettre son recrutement, permettre ensuite son internalisation à l'intérieur de cette chambre catalytique. Et comme par miracle, à l'intérieur de cette chambre catalytique se trouve justement la machinerie de sumoylation, les enzymes permettant cette fois-ci la modification des partenaires. Et donc vous voyez que ces partenaires, après action de cette enzyme, vont avoir un résidu de SUMO et un site accepteur de SUMO. Et ceci va conduire à une espèce de dipôle, presque à un aimant, qui par des interactions tête à queue ou par la formation de polymères, va permettre une séquestration transitoire de ces protéines à l'intérieur de ces chambres catalytiques. Et à l'intérieur de ces chambres catalytiques, on va trouver beaucoup d'enzymes de modification post-traductionnelle. On va trouver des acétylases, on va trouver des kinases, on va trouver une ubiquitine ligase qui s'appelle RNF4, qui va conduire dans certains cas donc, à une ubiquitination et à une dégradation sumodépendante de ces partenaires. Donc vous voyez que PML va se comporter finalement comme un élément d'agrégation qui va permettre le regroupement de toutes ces protéines et qui va faciliter leur modification les unes avec les autres. Ceci, bien entendu, d'un point de vue physico-chimique, pouvant être vu comme une manière d'accélérer des réactions qui seraient thermodynamiquement difficiles du fait de la dilution de ces protéines régulatrices à l'intérieur du noyau. Alors pourquoi est-ce que je choisis de vous parler de ça? Eh bien, d'abord parce qu'il a été montré génétiquement que l'absence de PML conduit à des défauts d'activation de P53, et parce qu'au niveau de ces structures, on va retrouver P53, bien sûr, et puis la plupart de ces enzymes de modification, MDM2 ou HDM2 dont on a déjà parlé, mais aussi des kinases, aussi des acétylases, aussi des désacétylases, d'autres kinases. Et tout ce petit monde va se retrouver à l'intérieur de ces corps nucléaires PML, et ceci va conduire, pense-t-on, à une modification donc, post-traductionnelle de P53 qui va permettre l'activation et éventuellement l'activation vers des gènes cibles spécifiques. Alors je vous ai dit que l'agrégation de ces corps nucléaires était réglée
par le stress oxydant. Et donc, on pense aujourd'hui que ceci pourrait constituer un des mécanismes d'activation de P53 en réponse au stress oxydant par l'agrégation donc de ces domaines et le recrutement de toutes ces enzymes permettant l'activation de P53. Alors, le dernier partenaire qui a été isolé par notre groupe, c'est la protéine ARF, justement, le régulateur essentiel de MDM2, qui se trouve lui aussi être recruté à l'intérieur de ces domaines. Et ceci va conduire à l'inhibition efficace de MDM2 à l'intérieur de ces domaines, mais également il a été montré que ARF peut se lier à UBC9, l'enzyme essentielle de la summoylation, et que donc en liant ARF à UBC9, on va augmenter l'activité de type summoligase de ces complexes, renforçant l'idée que ces domaines constituent effectivement des sites privilégiés pour la summoylation des partenaires qui sont recrutés. Et dernière diapo sur les corps PML pour vous montrer au fond leur sensibilité au stress oxydant. Voici in vivo des hépatocytes. Vous voyez que dans ces hépatocytes, il y a très peu de petits corps PML. Vous les voyez, vous les devinez ici. Et en réponse à toutes sortes de stress oxydants, eh bien, vous voyez qu'en quelques heures, ou parfois même quelques minutes, on va avoir formation de ces domaines par la réaction donc, de polymérisation en réponse au stress oxydant qui va permettre de créer finalement à partir de rien ces domaines et par là même de modifier très rapidement des modifications post-traductionnelles de P53, mais probablement de très nombreuses autres protéines. Il y a des indications également dans la littérature qui suggèrent fortement cette idée. Donc voilà, on a parlé du noyau, on a parlé du nucléole, on a parlé de comment sortir du noyau. Alors quand on sort du noyau, on a dit que ça pouvait être pour dégrader. Eh bien, il y a également une autre destination possible qui est la mitochondrie. La mitochondrie, vous le savez probablement, c'est la centrale énergétique de la cellule. Et cette centrale énergétique de la cellule est aussi un régulateur essentiel des mécanismes d'apoptose, en particulier en permettant le relargage d'une substance qu'on appelle le cytochrome C et qui va permettre l'activation de la cascade apoptotique. Il y a des travaux de nombreux groupes depuis une quinzaine d'années ont montré qu'en cas de stress apoptotique aigu, on peut avoir sortie de P53 du noyau et localisation dans ces mitochondries que vous voyez ici de manière tout à fait claire, colocalisant avec le cytochrome C. Et cet adressage vers la mitochondrie semble jouer un rôle absolument essentiel dans l'induction des phénomènes d'apoptose par liaison directe de P53 au niveau des pores de transition de ces mitochondries pour faciliter la sortie du cytochrome C. Et la sortie du cytochrome C, c'est le signal qui va permettre d'activer la cascade apoptotique et donc de conduire à l'autodestruction rapide de la cellule. Donc ça correspond probablement à l'un des mécanismes. En plus de la transcription des gènes de l'apoptose, eh bien, en plus de cette transcription des gènes de l'apoptose, il va y avoir un autre effet direct, cette fois-ci de P53, pour induire lui-même, de manière transcription indépendante, la cascade apoptotique et conduire à la destruction rapide de ces cellules. Alors voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur la localisation. Un autre point dont je voulais que nous parlions, c'est la régulation par l'épissage alternatif. Alors, pour l'instant, on a toujours considéré qu'on avait affaire à un gène, une protéine, et comme vous le savez, c'est une simplification grossière, et les progrès, en particulier de la protéomique, nous ont permis de voir qu'à partir d'un gène, on peut souvent faire de très nombreuses protéines différentes. Et en ce qui concerne P53, vous avez ici une liste, peut-être exhaustive, mais ça n'est pas certain, des différentes protéines qui peuvent être faites. Vous voyez qu'il y a deux promoteurs, deux sites d'initiation de la transcription des ARN messagers, P1 et P2. P2 donc étant un promoteur interne. Ce promoteur interne va donner naissance à un groupe de protéines qui vont être tronquées, bien sûr, dans la région N-terminale. Vous voyez qu'il y a également des épissages alternatifs complexes dans la région C-terminale qui vont donc donner naissance à ces différentes queues C-terminales. Et vous vous rappelez donc que la région C-terminale, on l'a vu, est une région importante pour la régulation. Donc on n'a pas encore bien compris aujourd'hui les différences fonctionnelles de ces différentes formes de P53.
Et puis même pour un même ARN messager, vous allez pouvoir avoir une régulation de la traduction, c'est-à-dire une régulation de l'endroit où les ribosomes vont commencer à faire la synthèse de la protéine. Et donc, en plus de cette protéine entière, si j'ose dire, on a également un groupe de protéines qui commence sur un autre ATG, situé un petit peu en aval, qui est l'ATG40. Et donc, cette régulation de la traduction va conduire à une protéine qui est plus courte, mais surtout qui va avoir perdu son site de fixation à MDM2. Et le fait d'avoir perdu le site de fixation à MDM2 fait que ce produit de traduction va être plus stable et donc biologiquement plus actif. C'est l'un des mutants dont on a parlé tout à l'heure en montrant que des souris transgéniques avec une version raccourcie de P53 allaient conduire à un vieillissement accéléré. Eh bien, c'est de cette protéine dont il s'agissait. Et donc, ce processus qui fait qu'il va y avoir un choix différent d'ATG pour initier la traduction va être à l'origine d'une régulation, encore une fois, ces peptides, ces protéines étant biologiquement plus actives du fait de leur résistance à la dégradation induite par MDM2. Alors ceci est probablement biologiquement important parce que des travaux d'une équipe française ont montré que cette étape de traduction était régulée. Et donc, en plus des interactions MDM2 que nous connaissons déjà, hein, la dégradation entre MDM2 de P53 par MDM2, la neutralisation de MDM2 par ARF, hein, dont on a parlé à plusieurs reprises, les cascades de signalisation suite aux dommages à l'ADN passant par des kinases qui vont phosphoryler et MDM2 et P53, eh bien, on a montré que dans une forme phosphorylée de MDM2, on va avoir conjugaison par SUMO et que ce complexe va pouvoir se fixer à l'ARN messager de P53. Donc, vous voyez, une régulation non plus par la protéine, mais une régulation au niveau des ARN, et que la fixation de MDM2 sur un site particulier de l'ARN messager P53 va conduire à une synthèse augmentée de P53 du fait de l'initiation sur un ATG différent et de la formation de ce polypeptide qui est résistant en fait à la dégradation enzymatique par MDM2. Donc voilà un exemple d'une protéine qui a finalement un effet en yin et en yang. D'un côté, elle est capable, dans certaines conditions, de dégrader la protéine, mais la même protéine, dans d'autres conditions, va être capable d'activer la synthèse par la fixation directe à l'ARN messager et en conduisant à la synthèse d'une protéine plus courte, plus active et plus stable, et en particulier résistante à la dégradation par la protéine MDM2. Alors, parlons maintenant, on a beaucoup parlé de souris, et est-ce qu'au fond, tout ce que je vous ai dit chez la souris a une relevance chez l'homme? Est-ce que tout ça, ça existe? Est-ce que dans la population humaine, est-ce qu'il existe des situations qui permettent de penser que tout ceci est important? Alors la réponse, c'est oui. Le premier, bien entendu, on en a déjà parlé, hein, c'est le syndrome de Li-Fraumeni. Donc ce syndrome de Li-Fraumeni, c'est un syndrome dans lequel il va y avoir, du fait d'une mutation sur P53, une inactivation d'une copie du gène P53. Donc c'est la situation classique d'haploinsuffisance pour un gène suppresseur de tumeur. Bien entendu, ces patients sont à très haut risque de développer des cancers parce que la perte du deuxième allèle va bien entendu être non seulement fréquente, mais va conduire à une perte fonctionnelle de P53 et donc au développement de tumeurs. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce syndrome de Li-Fraumeni? Bien, je voulais vous en dire quelque chose. La première chose, c'est que, comme on l'a dit déjà, il va conduire au développement de tumeurs souvent multiples, et ça, c'est évidemment un signe d'indication pour les médecins extrêmement important, avec en plus des tumeurs tout à fait rares. Donc, tumeurs tout à fait rares qui surviennent très jeunes et qui vont souvent être suivies d'une deuxième tumeur quand on aura guéri la première. On sait que l'incidence cumulée des cancers chez des patients qui souffrent de cette mutation est d'à peu près 90% à 60 ans. C'est-à-dire qu'on a une quasi-certitude, en arrivant à l'âge de 60 ans,
que ces patients vont développer une tumeur. Et on a établi des relations phénotype-génotype, c'est-à-dire qu'on a pu, en particulier par des travaux de groupes français, montrer que suivant le type de la mutation, les tumeurs allaient survenir plutôt plus vite. Donc si on a des mutations extrêmement violentes, comme celles qui vont bloquer la fonction de liaison à l'ADN, eh bien les tumeurs vont survenir plus vite, plus rapidement, que si on a des mutations plus subtiles qui vont toucher la régulation ou la stabilité de la protéine. Donc oui, il existe très clairement des relations phénotype-génotype. Il existe également une situation dans laquelle un allèle, au contraire, relativement faible, est très largement présent dans une population. Cette situation a été bien décrite là aussi par des travaux de groupes français au Brésil, où il semblerait que l'un des conquistadors portait un allèle muté de P53. Il a eu une très très nombreuse descendance au fil de ses voyages à travers le Brésil. Il a donc laissé cet allèle muté un peu partout sur son passage. Et cet allèle muté, dans certaines régions du Brésil, est devenu extrêmement fréquent, puisqu'on estime que dans le sud du Brésil, on a à peu près 3 pour 1000 d'incidence de cet allèle muté P53. Donc il y a une grande incidence des tumeurs du spectre de l'Iframénie. De manière intéressante, en fait, cet allèle est un allèle faible. Dans les relations phénotype-génotype entre le type de mutation et le développement de la maladie, cet allèle particulier brésilien est un allèle faible, et donc il n'a en fait pas été contre-sélectionné. Il n'a pas été contre-sélectionné parce que finalement on est rarement malade avant 30 ans, et que donc avant 30 ans on a le temps de se reproduire, et vous savez que bien sûr l'élimination des traits génétiques va jouer principalement quand il bloque les capacités à se reproduire. Et donc cet allèle est assez fréquent dans le sud du Brésil, il est bien connu des médecins qui y travaillent, et de manière tout à fait extraordinaire, récemment, on a découvert un patient qui a été porteur du double allèle, c'est-à-dire en fait un patient qui est l'équivalent d'une souris génétiquement inactivée pour cet allèle, donc il a les deux allèles mutés, et la description qui a été faite il y a quelques années montre que ce patient en fait a un développement complètement normal, ce qui renforce encore une fois le fait que chez l'homme comme chez la souris, P53 n'a pas de rôle dans le développement. Il va avoir uniquement un rôle de protection contre le développement des tumeurs. Mais donc ceci montre que chez l'homme, la double mutation de P53 est compatible avec un développement normal. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le syndrome de l'Iframénie. Alors, vous savez qu'il existe chez l'homme de très nombreuses variations génétiques, qu'on appelle SNP pour Single Nucleotide Polymorphism, qui vous est représenté ici, et c'est ce qui fait que nous sommes différents les uns des autres. Et c'est ce qui crée cette extraordinaire diversité génétique de l'espèce humaine. Et grâce à des techniques de génomique, on sait aujourd'hui explorer à très très grande échelle ces différents types de SNP. Et ceci a conduit à des études de génomique qu'on appelle des GWASP, qui sont des études à très grande échelle, où on va prendre des patients ayant une caractéristique, une maladie, et des contrôles, un très grand nombre, si possible dans les mêmes populations. On va pouvoir ensuite comparer toutes ces différents variants, et on va pouvoir associer des variants à la maladie. Alors, une association de variants avec la maladie indique bien sûr qu'il y a un variant quelque part sur un gène qui co-ségrège avec quelque chose qui est capable de donner la maladie, avec une forte pénétrance ou avec une très faible pénétrance, ce qui est le cas dans la plupart des situations. Et donc ceci, assez souvent, va correspondre au fond à une modification de la fixation d'un facteur de transcription qui va contrôler l'activation de la voie. Et dans le cas de P53, je vais vous décrire 3 situations de découvertes récentes qui traduisent donc cette variabilité individuelle. Une modification qui est une modification codante, on va le voir, sur P53 lui-même. Il y a des variants très fréquents de P53 qui sont décrits dans la population humaine. Donc variation codante où on s'intéresse aux gènes. Et puis 2 autres situations de découvertes récentes, encore une fois, qui vont toucher à la transcription du gène, soit la transcription d'un régulateur de P53, donc MDM2,
soit la transcription d'un gène cible de P53, d'un des gènes cibles essentiels qui contrôle la voie quitte, c'est-à-dire l'autorenouvellement des cellules souches. Donc voilà 3 exemples. Le premier, c'est cette variation codante, on ne parlera pas des autres. Donc, au niveau du codon 72, on a un polymorphisme entre une proline et une arginine. Et ce polymorphisme, comme vous voyez, est extrêmement répandu. Donc là, c'est la fréquence dans la population, chez les Caucasiens, chez les Africains, chez les Hispaniques américains. Et vous voyez qu'on est, dans tous les cas de figure, sur un polymorphisme qui est extrêmement répandu dans la population, contrairement aux autres polymorphismes dont vous voyez qu'ils sont extrêmement rares, sauf parfois dans certaines populations particulières, mais les autres sont vraiment des bizarretés, si j'ose dire, alors que ce polymorphisme proline-arginine, lui, est extrêmement fréquent dans la population. Alors, il y a eu toutes sortes de travaux faits sur ce polymorphisme, entre autres pour essayer de comprendre pourquoi il est si répandu, et des travaux faits chez la souris transgénique ont montré que l'allèle PP, donc proline-proline, est en fait beaucoup moins apoptotique que l'allèle RP ou RR. Donc une première différence fonctionnelle. On a cherché ensuite des effets sur les incidences des tumeurs, on a cherché des effets sur la toxicité de la chimiothérapie, on a cherché des effets sur le vieillissement. Toutes ces études ont été en fait assez largement négatives et il a fallu des travaux de gens qui étaient très un peu obsessionnels, si j'ose dire, qui ont cherché finalement des situations où le trait biologique auquel on s'intéresse était très fortement P53 dépendant, pour essayer de transférer finalement cette différence fonctionnelle en une différence de phénotype. Et il a été montré récemment que dans les rétinoblastomes familiaux, il y a effectivement un très fort effet de l'allèle PP. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de la physiopathologie du rétinoblastome, on en a parlé dans le dernier cours. Vous allez avoir donc la perte des 2 allèles de RB, perte des 2 allèles de RB qui, par l'induction rapide du cycle cellulaire, va en fait activer P53. Et donc, dès la genèse de la maladie, on a une forte activation de P53. Et donc, il a été montré que chez les sujets porteurs de l'allèle proline-proline, eh bien, on va avoir une accélération forte de la survenue des rétinoblastomes. Eh bien, pourquoi? Parce que probablement P53 dans cette situation est moins apoptotique et donc on a un frein qui est finalement moins efficace sur le développement de ces tumeurs. Il y a une autre étude, bien entendu, on a cherché des effets sur les 2 facettes de P53, sur le développement des tumeurs et sur la longévité. Donc, développement des tumeurs, parmi énormément d'études, vraiment, c'est celle-là, dans cette situation extrêmement particulière, qu'on a trouvé les résultats les plus nets. Et puis, il y a une autre étude extrêmement intéressante aussi, qui montre que chez des sujets de plus de 85 ans, eh bien, l'allèle PP augmenterait la survie. Et donc là, c'est l'image en miroir, au fond, celle de cette fonction encore mal comprise de P53 sur le vieillissement normal. Si on a l'allèle finalement donc le moins efficace, l'allèle PP, et qu'on a déjà atteint 85 ans, eh bien au fond, on a l'horloge du vieillissement, l'efficacité du vieillissement est moins forte, et donc on a une longévité qui est significativement plus élevée que chez les autres. Mais c'est non significatif dans l'étude, on a également plus de cancers. Donc, le risque, si vous voulez, de développer un cancer est plus élevé, mais globalement, de développer un cancer à partir de 85 ans est légèrement plus élevé, mais par contre, le vieillissement physiologique est retardé, et donc on a un effet sur la longévité. Donc voilà ce que je voulais vous dire, vous résumer sur P53 et cet allèle variant de P53. Alors il y a un autre allèle qui a été extrêmement étudié également, c'est un allèle sur MDM2. Et alors cet allèle sur MDM2 est en fait situé dans les régions régulatrices de l'expression de MDM2. Vous vous rappelez qu'il y a un élément de réponse à P53 qui est donc bien entendu responsable de l'auto-activation, de l'activation de MDM2 par P53 et de ce feedback négatif qu'on a décrit. Et au niveau du promoteur, on a décrit donc un polymorphisme relativement fréquent entre T ou G au niveau du promoteur. Alors de manière assez remarquable, ce polymorphisme contrôle la fixation d'un facteur de transcription, qui est un facteur de transcription de la famille ETS, et donc en présence de l'un des allèles,
qui est l'allèle G, on va avoir une plus forte expression de MDM2 qui vous est représentée ici. Donc, dans une situation où on est TT, on a l'allèle faible, on a peu de MDM2 en niveau basal. Et quand on est GG, quand on a l'allèle fort, on va avoir une plus forte expression de MDM2, tout simplement parce que le promoteur de ce gène est plus efficace, parce qu'il va fixer ce membre de la famille ETS avec une efficacité augmentée. Et donc se poser la question de savoir ce qui se passe quand on va avoir une réponse au DNA damage. Eh bien, quand on est dans la situation de l'allèle TT, on a peu de MDM2, et donc on va avoir une induction extrêmement forte de P53. Donc en réponse à un dégât de l'ADN, on va avoir une forte activation. Inversement, lorsque l'on est dans la situation de l'allèle GG, eh bien, on va être dans une situation qui rappelle finalement les amplifications de MDM2. Donc vous vous rappelez qu'elles ont été associées de manière extrêmement claire au développement des sarcomes. Eh bien, on a une réponse moins forte, on a une stabilisation moins forte. Alors, contrairement finalement à... que se passe-t-il ? Bon, mais écoutez, je crois que mon ordinateur me dit qu'il est temps de faire une pause pour essayer de comprendre pourquoi il refuse d'avancer. Alors, qu'est-ce que l'on sait de ce polymorphisme ? Eh bien, il a été démontré de manière extrêmement claire que ce polymorphisme accélère la survenue des tumeurs chez les patients atteints de syndrome de Li-Fraumeni. Donc, quand on a un seul allèle fonctionnel de P53, l'existence de ce polymorphisme va conduire à une accélération des tumeurs. Il a également été démontré qu'il augmente l'incidence des leucémies et des sarcomes en population générale, de manière modeste, mais tout à fait significative sur des grandes populations, d'un facteur à peu près entre 30 et 50% suivant les études. Et ce polymorphisme humain a été ensuite secondairement modélisé chez la souris. C'est-à-dire que chez la souris, on a fait une mutation ponctuelle du promoteur pour reconstituer ce site à haute affinité pour ETS2. Et effectivement, chez la souris, on a là encore une forte accélération du développement spontané des tumeurs, donc mimant au fond l'augmentation de l'incidence des leucémies et des sarcomes qui a été vue en population humaine générale. Alors, il y a eu d'innombrables autres études sur d'autres tumeurs. Et là, en revanche, elles ont été peu concluantes. Sur des petits effets, évidemment, il est toujours facile de trouver, du fait de fluctuations statistiques, des effets qui semblent significatifs. Mais je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de consensus en dehors du cas particulier des sarcomes, qui sont, pour des raisons qu'on ne comprend pas, des tumeurs qui sont visiblement très, très, très sensibles au niveau de P53. C'est dans celle-là qu'on trouve les amplifications de MDM2. Et également sur les leucémies. De mémoire, c'était sur les leucémies de l'enfant. Alors, dernier élément, dernière illustration, cette fois-ci. Donc, on a vu des polymorphismes dans P53, on a vu des polymorphismes dans les régulateurs de P53 qui vont contrôler l'expression de MDM2. Eh bien, le dernier élément a été décrit assez récemment par un Anglais, Gareth Band, que j'avais invité l'an dernier à faire une conférence ici au Collège de France sur ces découvertes, donc vous pouvez regarder sur le site internet du Collège de France. Et donc, en combinant des analyses de GWASP avec des analyses de promoteurs, il a trouvé cette fois-ci une variation, un polymorphisme A ou G, qui est en fait situé dans l'élément de réponse, dans le site de fixation à P53, d'un gène essentiel qui s'appelle le ligand de KIT, qui fait partie donc de ce couple KIT-ligand-KIT, qui va contrôler la prolifération des cellules souches. Et donc, il a démontré qu'il y avait un risque relatif extrêmement fort, considérable, on est pratiquement 3, parallèles. Donc ça veut dire que si on a le double polymorphisme, on va avoir un risque de 6 pour le cancer du testicule. Et donc ceci explique probablement la plus grande prévalence du cancer du testicule dans les populations européennes comparées aux africaines, parce que ce polymorphisme est plus fréquent dans les populations européennes que dans les populations africaines. Et encore une fois, là aussi, en modélisant les effets sur l'activation génique, donc en créant des éléments de réponse artificiels
AP53 avec le variant A ou le variant G, vous voyez qu'on va contrôler la réponse transcriptionnelle AP53 d'une manière majeure du fait de ce polymorphisme. Donc, ceci explique probablement la surincidence du cancer du testicule dans certaines populations, liée donc à ce polymorphisme sur un élément de réponse d'un des gènes clés de P53. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur les variants humains. Et ben, on va maintenant, pour finir, et peut-être un peu plus rapidement que je ne l'avais pensé, parler des rapports entre P53 et cancer en population générale. Alors, je vous rappelle que P53 est muté dans pratiquement la moitié des cancers humains. Et chose tout à fait intéressante, il y a ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds de mutation, donc, qui sont sur ces 3 résidus, qui sont des arginines qui rentrent en contact direct avec l'ADN et qui vont donc être fortement sursélectionnées. Et une des questions qui a intrigué les chercheurs depuis extrêmement longtemps, c'est au fond pourquoi cette prévalence de hotspots. De toute évidence, il y a d'autres moyens de détruire la fonction de la protéine. Il suffit par exemple de créer un codon stop au milieu de la protéine et on va inactiver sa fonction. Pourquoi est-ce que ce sont avec, vous voyez, un ciblage extrêmement préférentiel sur ces 3 résidus? Quelle en est la raison? Et on va voir que ça va passer par un gain de fonction. Alors, je crois que je vous ai aussi montré cette diapositive montrant qu'à côté des mutations directes de P53, eh bien, un très grand nombre des régulateurs vont être changés, modifiés, mutés, amplifiés dans les cancers, à commencer bien sûr par les amplifications de MDM2 dont on a déjà parlé. Et donc ceci suggère que d'une manière générale, la voie P53 va être peu fonctionnelle dans les cancers, encore une fois, avec une liaison directe ou indirecte. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'abord dans la vraie vie, maintenant, dans les tumeurs humaines? Qu'est-ce qu'on sait des tumeurs P53 mutées? La chose qui est tout à fait claire dans pratiquement toutes les tumeurs, c'est qu'elles ont une prolifération plus rapide. Et cette prolifération plus rapide vient probablement du contrôle de cette protéine P21, qui est un régulateur essentiel du cycle cellulaire dont on a parlé à plusieurs reprises déjà, qui est une des cibles à plus haute affinité de P53 parmi le répertoire des cibles. Alors, la seconde chose qui est extrêmement claire aussi, et dont on a peu parlé pour l'instant, sera peut-être l'objet d'un autre cours, c'est que lorsque P53 est muté, eh bien, on va avoir des défauts chromosomiques extrêmement nombreux. Et ces défauts chromosomiques vont conduire souvent à ce qu'on appelle l'aneuploïdie. L'aneuploïdie, je crois que je vous ai montré une diapo dans le premier cours, ce sont ces chromosomes complètement éclatés en nombre, en structure. Et ça, c'est extrêmement lié au statut P53. Et ceci vient probablement d'un défaut de réparation, à la fois défaut de réparation du fait d'un cycle trop rapide, défaut de réparation du fait de l'abrogation du contrôle de qualité en G2. Une fois que les chromosomes ont été répliqués, il y a un contrôle de qualité qu'on appelle communément le checkpoint G2M, qui va permettre donc, avant de passer à la division cellulaire, de vérifier donc, que les chromosomes ont été bien répliqués à la fois en qualité et en nombre. Eh bien, ce défaut, ce point de contrôle G2M est bloqué dans les cellules P53 mutées. Il a été décrit également récemment des liens avec le métabolisme, ce que l'on appelle l'effet Warburg. L'effet Warburg, c'est un changement profond du métabolisme qui veut faire qu'au lieu de faire de la phosphorylation oxydative, au lieu de brûler complètement les sucres, on va juste faire de la glycolyse, ce qui conduit évidemment ces tumeurs à capter le sucre de manière extrêmement intense pour le brûler en fait de manière très inefficace. Découverte faite par Otto Warburg au début du siècle qui lui a valu le prix Nobel. Et ces anomalies du métabolisme sont extrêmement liées au statut P53. Cet effet Warburg est surtout observé dans les tumeurs P53 mutées. Donc globalement, quand même, d'avoir une mutation de P53, ça rend la tumeur plus agressive, plus sévère. Mais comme on va le voir, ça peut avoir également un impact sur la réponse thérapeutique. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Eh bien, on commence par faire le diagnostic de manière difficile. Et faire le diagnostic d'une mutation P53, en fait, ce n'est pas une chose facile. Pendant longtemps, on a utilisé l'immunohistochimie, donc une réaction antigène-anticorps qui va en fait, sur une section de tissu, sur une coupe histologique, va pouvoir mesurer de manière grossière et peu quantitative la quantité d'anticorps, la quantité de protéines P53. Et comme vous le voyez, dans beaucoup de cancers, on va avoir une forte stabilisation
de cette protéine P53. Et on sait que cette approche, finalement, qui a été beaucoup utilisée dans le passé, parce qu'elle était simple, finalement est extrêmement imprécise. Elle est extrêmement imprécise. L'instabilisation de P53 très forte, comme celle qui vous est montrée ici, est en général synonyme de mutation, mais pas toujours. Et inversement, on rate beaucoup de situations où P53 est muté ou inactivé avec cette approche en immunohistochimie. Et donc, si en fait on veut être exhaustif, eh bien, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple parce qu'on s'intéresse à la perte ou à la mutation du gène, que la tumeur, au moins pour les tumeurs solides, c'est en général un mélange de tumeurs et de stroma. Et donc la mutation n'est présente que dans la tumeur, ou la perte du gène n'est présente que dans la tumeur. Et donc si vous avez une perte biallélique du gène, par exemple, vous n'allez pas pouvoir la détecter sans trier, parce que ce que vous allez séquencer, c'est essentiellement du stroma, qui lui est normal. On peut également avoir de l'épissage anormal. On a vu dans le début de ce cours que dans beaucoup de cancers, on allait avoir des mutations de facteurs d'épissage. Il semblerait que ces mutations de facteurs d'épissage conduisent entre autres à un épissage anormal de P53 qui va bloquer donc la fonction de cette protéine. Et puis en fait, il faudrait explorer toute la voie et on a parlé déjà des épissages anormaux de MDM4 ou MDMX qui vont conduire à une protéine qui est moins fonctionnelle et qui va donc contrôler indirectement à la voie P53. Alors, ceci pose la question, donc en pratique, ce n'est pas du tout facile, et quand on veut vraiment faire une étude scientifique précise, en particulier cherchant à corréler la présence de P53 avec de l'évolution ou de la réponse thérapeutique, eh bien, il faut avoir recours à un ensemble d'approches différentes, combinant probablement la séquence complète, l'analyse des ARN et d'autres types d'analyses. Alors, ceci me conduit à poser la question de savoir pourquoi au fond, est-ce qu'il y a ces points de mutation préférentiels, pourquoi est-ce qu'il y a ces hotspots mutationnels. Et des travaux, encore une fois, récents d'un grand nombre de groupes ont montré que ceci, en fait, était lié à un gain de fonction. Alors, encore une fois, ces mutations, elles surviennent préférentiellement sur les sites de liaison à l'ADN et sur ces arginines. Et d'un point de vue théorique, donc si on considère les différentes possibilités, entre P53 et le mutant de P53, il va y avoir au moins 3 possibilités. Je vous rappelle que P53 forme des tétramères. Donc on peut imaginer d'abord avoir un effet dominant négatif sur P53. Donc si vous avez un allèle muté, eh bien cet allèle muté, par l'intermédiaire de la formation d'hétérodimères entre la forme mutante et la forme sauvage, va avoir un effet sur la fonction du gène normal, si bien sûr ce mutant conserve les domaines de dimérisation. Il va pouvoir avoir également la perte de fonction. On va avoir une perte de fonction liée au fait qu'on n'aura plus que la moitié des protéines, et que cette moitié des protéines va donc diminuer la réponse transcriptionnelle à P53 normal. Et puis, il va y avoir aussi possiblement des gains de fonction, c'est-à-dire des fonctions nouvelles liées à la mutation. Et bien entendu, l'existence de ces mutations hotspot avec une très grande fréquence suggérait dès le départ génétiquement qu'on allait avoir également un processus de gain de fonction de ces mutants, et que donc ces mutants qu'on observe encore une fois avec une grande fréquence dans les tumeurs humaines ne correspondent pas seulement à une perte de la fonction de P53, mais probablement à des modifications d'autres protéines régulatrices importantes. Alors comment est-ce que ceci a été abordé? Eh bien, comme toujours, ça a été abordé chez la souris, et par une expérience extrêmement simple qui consistait à comparer l'incidence des tumeurs et le type de tumeur entre des souris avec haploinsuffisance, donc des souris plus-moins, avec un allèle normal, un allèle muté, et puis on va remplacer finalement l'inallèle inactivé par un allèle muté. Donc dans ce cas-là, on n'a que la moitié de la quantité normale de protéines P53 normale, et là on va avoir coexistence d'une forme normale et puis d'une forme avec une des mutations hotspot. Et quand on a comparé ces souris, eh bien on s'est aperçu très vite qu'il y allait avoir une forte augmentation de certains types de tumeurs. Vous voyez, les ostéosarcomes sont beaucoup plus fréquents lorsque l'on a cette mutation sur la position 172. Inversement, les carcinomes sont beaucoup plus fréquents lorsque l'on a
la mutation sur la position 270. Ceci donc suggérait soit un effet dominant négatif fort du P53 muté sur le sauvage, soit l'existence d'un gain de fonction. Et pour démontrer donc l'existence de ce gain de fonction, eh bien, on a bien sûr refait la même expérience, mais cette fois-ci dans un fond P53KO. Et donc on compare finalement une souris qui n'a pas de P53 du tout à une souris qui n'a que la forme mutée de P53. Ça, c'est évidemment l'expérience génétique la plus propre pour démontrer le gain de fonction. Et effectivement, on a vu apparaître à ce moment-là des tumeurs très particulières avec les mutants. Vous voyez qu'on a une petite diminution des tumeurs hématologiques, mais on a une très forte augmentation des carcinomes, on a une très forte augmentation des tumeurs endothéliales. Et ceci donc est la traduction génétique du fait que la protéine mutée non seulement ne fait pas le travail, si j'ose dire, mais elle va en plus avoir des fonctions d'inactivation ou d'activation d'ailleurs, d'autres cascades oncogéniques. Alors très récemment, puisqu'il s'agit d'un papier qui a été publié cet été, eh bien, on a pu montrer ça directement chez la souris. Donc on est parti finalement d'un modèle comme celui-ci, donc avec un allèle muté, et puis par un artifice génétique, on a pu, avec un système de Krelox dont je crois qu'on a déjà parlé, on a un système où on peut, avec l'administration d'une hormone, supprimer la protéine mutée. Donc, au fond, on va laisser ces tumeurs se développer, du fait de la présence de ces deux allèles mutés, et puis quand la tumeur est bien installée, comme par un tour de magie, avec le traitement de cette hormone, on va enlever la protéine mutée. Et donc, ceci permet de voir si, au fond, la protéine mutée a un rôle essentiel pour le développement de la tumeur, mais aussi pour sa survie. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, dès que l'on enlève la protéine mutée, eh bien, la tumeur se met à régresser, ce qui montre bien que non seulement la protéine P53 mutée va favoriser le développement de ces cancers, mais encore elle va être nécessaire au maintien et à la prolifération de ces cancers, et que si à un moment donné on enlève la protéine mutée, eh bien, les tumeurs vont se mettre à régresser spontanément, comme vous le voyez ici, représentées sur leur taille, alors que sinon, dans le même temps, elles auraient beaucoup poussé. Donc ceci démontre encore une fois génétiquement que non seulement la protéine mutée va être nécessaire à l'augmentation de l'incidence, mais elle va être également nécessaire au maintien du caractère tumoral de ces tumeurs, et que donc, ceci est important évidemment en termes de pharmacologie, parce que ça veut dire que cette protéine mutée, au fond, c'est une cible médicamenteuse, c'est une cible pharmacologique, et que donc si on arrive à détruire ou à désactiver ou à rendre la fonction à cette protéine mutée, eh bien, on devrait attendre, comme chez la souris, s'attendre à avoir un effet bénéfique. Et je crois que c'est ma dernière diapo qui vous montrera qu'effectivement, il y a des travaux qui vont dans ce sens en ce moment. Alors, quels sont les partenaires, quels sont les cibles? Eh bien, comme souvent en biologie, les protéines vraiment utiles, les protéines vraiment importantes, existent sous forme de famille. Elles n'existent pas seulement sous forme d'isoformes, comme on l'a vu tout à l'heure, elles existent aussi sous forme de famille. Et en fait, dans la famille P53, il y a deux autres membres qui, par le bonheur du hasard de la migration, ont une taille de 63 et de 73, donc on les appelle P63 et P73, qui sont des régulateurs essentiels, à la fois de l'arrêt de cycle, un peu moins que P53, mais vous voyez qu'il y a encore une fonction très importante sur l'arrêt de cycle, qui sont un peu également impliqués dans l'apoptose, mais qui, contrairement à P53, jouent un rôle absolument clé sur le développement. Par exemple, P63 joue un rôle absolument clé sur le développement des épithéliums. Si vous inactivez P53, vous allez avoir un phénotype majeur de défaut de formation épithéliale, entre autres. Alors, ces protéines sont extrêmement proches. Étant extrêmement proches, elles ont la capacité de faire des hétérodimères. Et comme nous l'avons vu, je crois une des premières diapos du premier cours, une des grandes manières de réguler la fonction des facteurs de transcription, c'est à travers la création d'hétérodimères. Donc là, c'était dans le cas de MyoD. Et donc, nous avions vu qu'il existe des partenaires spécifiques, comme les protéines de la famille ID, qui vont, par leur dimérisation, empêcher la formation de complexes actifs. Eh bien, dans le cas de cette famille, on sait qu'il existe
des hétérodimères, donc entre P53 normal et P63 normal, mais également hétérodimères entre la forme mutée de P53 et P73 ou P63. Et rappelez-vous que je vous ai dit que certaines des formes mutées sont extrêmement stables, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas entièrement comprises. Elles sont extrêmement stables, peut-être du fait d'une structure spatiale qui les rend résistantes à la protéolyse, peut-être parce qu'elles ne sont pas capables d'activer MDM2, on ne le sait pas très bien aujourd'hui, mais toujours est-il que parmi les mutants de P53, certains sont extrêmement stables, et bien entendu, ceux qui sont extrêmement stables vont avoir une capacité à interagir avec les membres de cette famille et à bloquer leurs fonctions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des mutants donc, oncomorphiques, dans lesquels vous retrouvez évidemment ces mutants des arginines qui sont les hotspots. Et vous trouvez ici, on ne va pas rentrer dans les détails, une liste des différentes voies de signalisation qui peuvent être activées ou bloquées par ces mutants. Et bien entendu, dans tous les cas de figure, vous allez retrouver la voie P63 et la voie P73. Comme vous voyez ici. Et donc, on va avoir, en plus du défaut de la signalisation P53, on va avoir un effet dominant négatif sur les voies de différenciation et de morphogenèse dépendantes de P53 et de P73. Et ceci donc correspond à certains des gènes pour lesquels on a pu mettre en évidence ces défauts. Et parmi ces gènes, vous voyez bien entendu des gènes extrêmement importants, comme la protéine MYC, régulation essentielle de la synthèse protéique, facteur de transcription maître, qui est lui-même un oncogène, et puis toutes sortes de protéines, des cyclines, impliquées dans la prolifération. Alors, une diapo un peu plus générale pour vous montrer, au fond, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui pour ces mutants de gain de fonction. Donc, ces mutants de gain de fonction, bien entendu, ils sont capables de bloquer par hétérodimérisation P63 et P73, mais ils sont également capables de se fixer sur d'autres facteurs, et la liste n'est probablement pas extensive, on ne les connaît peut-être pas tous aujourd'hui. E2F, par exemple, l'un des régulateurs essentiels du cycle cellulaire, de la transcription des gènes du cycle cellulaire, va pouvoir se fixer, être fixé par P53, et donc ceci va contribuer à une activation de P53. Et puis très récemment, papier qui est sorti cet été dans Nature, il a été démontré que les mutants de P53 étaient capables de se fixer à des protéines de la famille ETS. On en a déjà parlé à propos de MDM2. Et donc la fixation de ce mutant de P53 sur des domaines ETS1 va conduire à la surexpression d'un certain nombre de régulateurs épigénétiques dont on a déjà parlé, en particulier les protéines MLL, donc qui vont jouer sur la méthylation des histones, également la protéine MOS qui va conduire à une modification de l'acétylation des histones. Et donc l'induction transcriptionnelle de ces régulateurs épigénétiques va conduire à des modifications très vastes, très larges de la chromatine, dans le sens d'une hyperacétylation et d'une méthylation. Et ceci va donc conduire à l'activation globale peu spécifiques de toutes sortes de gènes qui sont des gènes de prolifération et qui vont être une des signatures qu'on trouve très souvent dans les cancers ayant ces mutations P53, quelle que soit leur origine, donc démontrant l'importance de ce mécanisme. Alors, pour finir, on va parler du rôle dans la réponse thérapeutique. Et c'est une très vieille question, évidemment qui a une importance pratique considérable, puisqu'aujourd'hui, dans la vraie vie, si j'ose dire, on va traiter de la même manière des patients qui portent des tumeurs ayant des mutations P53 et des patients ayant des mutations sans P53. Alors, ce que j'ai essayé de vous expliquer dans ces dernières heures de cours, c'est qu'au fond, ce sont des tumeurs qui ont des biologies extrêmement différentes, et le fait qu'elles aient des biologies extrêmement différentes pourrait suggérer qu'elles vont avoir une sensibilité différente à la thérapeutique. Alors, tout ceci a commencé, au fond, il y a une vingtaine d'années, avec des expériences extrêmement claires qui ont montré que les souris P53- sont presque totalement résistantes à l'irradiation massive. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Si on prend des souris, qu'on leur fait un grand coup de rayon, le thymus va disparaître en quelques heures. Et cette disparition du thymus est entièrement dépendante de P53. C'est un processus d'apoptose P53 dépendant.
Alors, ex vivo, de très nombreux travaux ont démontré que ces cellules P53 nulles sont également résistantes à l'apoptose ex vivo. Et enfin, on a insisté sur le fait que l'arrêt de cycle en réponse à du stress génotoxique va permettre la réparation. Et donc, quand il n'y a pas P53, il ne va pas y avoir de réparation possible en réponse au stress génotoxique. C'est probablement ça qui explique l'aneuploïdie qui est assez caractéristique de ces tumeurs P53 mutées, comme on l'a dit. Et donc, pendant longtemps, il y a eu de très nombreux travaux qui ont proposé que la mutation de P53 soit un facteur de résistance majeur à la radiothérapie et à la chimiothérapie, ce qui était parfaitement logique et parfaitement raisonnable. Et puis en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas si simple. Alors, pas si simple pourquoi? D'abord parce que ces études sont compliquées. J'ai insisté sur le fait que les mutations de P53 n'étaient pas du tout faciles à mettre en évidence et que la simple immunohistochimie ne suffit pas du tout. Il faut aussi voir que dans ces situations propres, si j'ose dire, génétiquement, on a affaire à l'absence de la protéine. Chez les patients, on a une mutation, c'est donc pas génétiquement la même chose. Et puis les traitements anticancéreux qui sont donnés à des patients sont finalement un mélange de tas de choses. C'est un mélange d'irradiation, souvent, c'est un mélange de chimiothérapie. Et quand on dit chimiothérapie, c'est un mélange aussi de produits différents. Donc on a une situation qui n'est pas simple. Et effectivement, la réponse à cette situation pas simple, c'est que pendant longtemps, on n'a pas compris grand-chose. Alors, pourquoi? Parce que finalement, en réfléchissant un peu plus, et grâce au développement de la biologie, en particulier in vivo chez la souris, on s'est aperçu que certes, P53 peut tuer directement par apoptose, mais que P53 va également conduire à la sénescence. Cette sénescence, finalement, ce n'est pas une mort, mais c'est un arrêt de cycle cellulaire qui, normalement, est irréversible. En fait, in vivo, il est souvent transitoire, et il est souvent transitoire parce que la sénescence va conduire à une sécrétion très importante de cytokines, et en particulier de cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines pro-inflammatoires, au fond, dans une tumeur générale, vont favoriser la reprise de quelques-unes des cellules, et probablement au niveau clinique, ce phénomène de sénescence explique ce qu'on appelle les réponses partielles. C'est-à-dire qu'en réponse à un traitement, la tumeur va s'arrêter de pousser pendant un certain temps, et puis malheureusement, assez souvent, elle va reprendre après. Et puis, à côté de ces effets que je qualifierais de positifs, il va également y avoir des effets négatifs, qui est que l'absence de P53 va bloquer le checkpoint G2N, donc ce contrôle de qualité qui va bloquer le cycle cellulaire si les chromosomes sont mal répliqués. Et en fait, ceci est probablement permissif pour les traitements, par exemple, par des alkynants. Les alkynants, ce sont des petites molécules utilisées en chimiothérapie qui vont souder finalement les deux brins d'ADN. Et en soudant les deux brins d'ADN, on va empêcher la division cellulaire parce qu'au moment de séparer les chromosomes, eh bien, ils sont collés l'un à l'autre et donc on ne peut pas les séparer. Et donc ceci vous dit qu'au fond, la dépendance de P53 risque d'être extrêmement variable suivant le type de tumeur et en particulier suivant la vitesse du cycle cellulaire. De toute évidence, les phénomènes que je viens de vous décrire n'auront pas du tout la même importance dans une tumeur comme une tumeur du testicule qui fait quasiment une mitose par jour ou dans d'autres tumeurs comme les carcinomes pour lesquels on va avoir un doublement tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Ce n'est pas du tout la même biologie. Et donc, encore une fois, au niveau clinique, tout ça était extrêmement confus. Et je voudrais juste vous donner une illustration, qui sont des travaux qu'on a menés il y a quelques années à l'hôpital Saint-Louis. Donc, encore une fois, je ne prétends pas du tout qu'ils aient une portée générale, mais qui vous sont donnés comme exemple du fait que l'on peut parfois trouver des corrélations claires et que parfois ces corrélations claires sont exactement inverses de celles qu'on avait imaginées au départ. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, une situation clinique assez classique de femmes porteuses de grosses tumeurs du sein. Et lorsqu'on en a affaire à des grosses tumeurs du sein comme ça, on va souvent avoir une chimiothérapie première et une chirurgie seconde. Cette chimiothérapie première ayant pour but de faire fondre la tumeur et de limiter, de permettre finalement une chirurgie plus simple. Et bien entendu, c'est une des seule situation, on appelle ça les traitements néoadjuvants, c'est une des seules situations où on va pouvoir donc mesurer directement et tout de suite l'efficacité de la chimiothérapie à travers la régression tumorale. Et donc, lorsque nous avons commencé ces travaux, on s'attendait, comme tout le monde, à ce que la mutation de P53 bloque la réponse. Et ce qu'on a trouvé, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est la présence d'un P53 fonctionnel, qui vous est indiqué ici comme wild type,
qui va au contraire empêcher la réponse. Il n'y a jamais de réponse complète à la chimiothérapie si P53 est fonctionnel. Par contre, si P53 est mutant, eh bien, on va avoir à peu près moitié-moitié de réponse. Donc, vous voyez une observation clinique donc, qui est vraie et une observation complètement antidogmatique parce qu'on a trouvé exactement l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Et cette réponse initiale, compte tenu de ce que je vous ai dit, on aurait pu imaginer que cette réponse initiale ne soit que transitoire, c'est-à-dire que ces tumeurs, certes, vont fondre, mais qu'ensuite elles vont se remettre très rapidement à pousser. Et en fait, il n'en est rien, parce que quand on a regardé la survie de ces patients, eh bien, on a vu au contraire que les patientes présentant une mutation de P53, déterminée par un test fonctionnel d'ailleurs, allaient au contraire avoir une bien meilleure survie que les autres, avec un plateau de survie. Quand on a un plateau de survie, ça veut dire que les patients sont guéris et donc on a réussi à éradiquer la maladie. Et donc ça, c'était évidemment totalement inattendu et on a donc cherché, comme d'autres, à comprendre quel pouvait être le mécanisme. Et en fait, le mécanisme passe non pas par l'effet direct de promotion de la mort, mais au contraire par un effet indirect qui est l'abolition des checkpoints mitotiques. Alors dans des cellules normales, et d'ailleurs c'est probablement ce qui se passe chez ces patients, comme chez beaucoup de patients, lorsqu'ils sont soumis à la chimiothérapie, eh bien on va avoir cassure de l'ADN, activation de toutes ces kinases, activation de P53, et P53 va au fond bloquer le cycle cellulaire en G1, donc avant le début de la mitose par l'intermédiaire de P21, et également activer ce checkpoint pré-mitotique. Donc au moment où l'ADN a été répliqué, eh bien, on va arrêter pour vérifier que l'ADN est bien réparé, et si l'ADN n'est pas réparé, soit on va le réparer, soit on va induire l'apoptose. Donc un arrêt aux deux points clés du cycle cellulaire. En revanche, si P53 n'a pas de fonction, eh bien, on ne va pas avoir d'arrêt de cycle, on ne va pas avoir de checkpoint G2M. Et donc, comme je vous l'ai dit, si les chromosomes ont été soudés, en particulier par des alkylants, eh bien, on va essayer de faire diviser des chromosomes qui ne peuvent pas être séparés les uns des autres, puisqu'ils ont été collés les uns aux autres par la chimiothérapie. Et on va avoir donc ce qu'on appelle une catastrophe mitotique, c'est-à-dire que la cellule va essayer de séparer des chromosomes qui sont collés les uns aux autres, et bien entendu c'est impossible, elle ne va pas y arriver, et donc à force de tirer, finalement tout ça va donner ce qu'on appelle la catastrophe mitotique, qui induit une mort complète, et cette mort complète est indépendante de P53. On ne sait pas très bien, à vrai dire, quels sont les mécanismes directs qui sont impliqués dans l'initiation et le côté effectif de cette mort, mais on sait que ça existe. Et donc cette catastrophe mitotique a été proposée pour être responsable de la réponse antitumorale. Donc vous voyez un changement de paradigme, pas du tout l'apoptose dépendante de la transcription, pas du tout l'apoptose dépendante de la localisation de P53 à la mitochondrie, mais une catastrophe liée au fait que les chromosomes sont collés les uns aux autres et que quand on essaye de les faire se ségréger, on n'y arrive pas. Alors, de manière assez inattendue, finalement, ces travaux ont été confirmés a posteriori chez la souris. C'est-à-dire que des collègues ont cherché à modéliser ceci chez la souris. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, chez une souris P53+, eh bien, on va avoir une tumeur qui pousse, plusieurs cycles de chimiothérapie, la tumeur va régresser, mais très rapidement après, elle va se remettre à pousser, elle va même se remettre à pousser encore plus vite. Quand il n'y a pas de P53, on va avoir une tumeur qui pousse plus vite, d'ailleurs en basal, et après ce traitement, elle va complètement s'effondrer. Et lorsqu'on est en présence d'un mutant, eh bien, ce mutant va en partie bloquer la réponse aussi, mais dans ces cas-là, la tumeur va repartir. Et effectivement, les analyses de biologie cellulaire menées chez la souris ont permis de montrer qu'effectivement, pendant le traitement, on va avoir ces catastrophes mitotiques que vous voyez représentées ici, avec des cellules qui essayent de séparer leurs chromosomes, mais vous voyez qu'il y a des ponts. Il y a des ponts entre les chromosomes, traduisant donc leur structure anormale, qui fait que la cellule cherche à séparer les deux noyaux, mais elle n'y arrive pas parce que les chromosomes sont liés les uns aux autres. Et donc, à force de tirer, finalement, on va déclencher la catastrophe mitotique et tuer ces cellules. Alors, pour terminer, donc, alors encore une fois, je ne prétends pas du tout à l'évidence que ce soit une situation générale. C'est une situation qui a été observée probablement du fait d'un traitement particulièrement intense, d'un
traitement extrêmement chargé en alkylants qui a permis au fond de révéler cette dépendance à P53 qui n'a pas été retrouvée avec des protocoles plus classiques. Mais je souhaitais illustrer, si vous voulez, le fait que P53 peut effectivement être un modulateur important dans certaines conditions de traitement et certainement également chez certains malades. Alors finalement, il y a beaucoup de travaux industriels qui cherchent finalement à cibler P53. En disant, puisque P53 est la protéine la plus importante du cancer, est-ce qu'on ne peut pas directement avoir des médicaments qui vont jouer sur P53 ? Et dans le timeline que je vous ai présenté, effectivement, pour les industriels, la décennie 2010-2020 va être la décennie du ciblage direct de P53. Alors pour l'instant, il y a deux approches qui ont été menées. La première est une approche au fond avec un composé qui s'appelle la nucléine, qui est un composé qui empêche l'interaction entre MDM2 et P53. Alors, tout simplement en ciblant cette interface, vous voyez cette interface entre MDM2 en rouge et P53. Donc, comme vous l'avez compris, l'un se lie à l'autre. Ceci va provoquer l'ubiquitination et la dégradation de P53. Eh bien, si on a une petite molécule qui va occuper le sillon à travers lequel MDM2 reconnaît P53, on va bloquer la dégradation de P53 et on va donc induire une forte stabilisation de P53 qui va pouvoir induire l'arrêt de cycle ou l'apoptose. Alors, cette approche est très élégante, évidemment. Elle a une difficulté que pour l'instant, on a un peu de mal à surmonter, c'est que bien entendu, elle va activer P53 dans la tumeur, mais partout ailleurs. Donc on va avoir une activation globale, y compris dans les cellules normales, et vous l'avez bien compris qu'activer violemment P53 dans des cellules normales, c'est quelque chose qui peut être un peu dangereux. Donc pour l'instant, on en est plutôt au modèle préclinique pour essayer de comprendre les indications dans lesquelles cette nucléine pourrait être intéressante. Une des indications évidemment qui sautent sous le sens, ce sont bien sûr les situations où MDM2 est amplifié, par exemple donc les sarcomes avec amplification de MDM2. Eh bien, évidemment, dans ce cas-là, on peut imaginer un effet différentiel entre la tumeur et les cellules normales. Donc, on peut imaginer qu'on puisse arriver à bloquer cette interaction de manière préférentielle dans la tumeur et un peu moins dans les cellules normales, de manière à ne pas avoir une toxicité trop forte. Et puis, d'autres recherches qui sont extrêmement élégantes d'un point de vue de la biochimie, cherchent en fait à trouver des petites molécules qui vont être capables de reconformer et de rendre actifs les mutants qui ont des anomalies de structure. Et donc on cherche par des petites molécules finalement à restaurer la fonction de P53, encore une fois en lui rendant sa conformation normale, ce qui permettrait évidemment là d'avoir une activation qui va être spécifique de la tumeur. Et donc là, il y a une véritable... Si on arrive à trouver effectivement des molécules, et si ces molécules ne sont pas spécifiques d'une seule mutation seulement, on peut imaginer avoir une approche qui permette de réactiver fortement P53 dans la tumeur, ce qui devrait avoir des approches, une activité clinique dont on s'attendrait à ce qu'elle soit majeure dans ces cas-là. Donc, pour conclure, et en vous remerciant d'avoir assisté à ce cours, j'ai vraiment voulu insister sur la puissance des modèles in vivo. On a vraiment commencé à bien comprendre ce qui se passait quand on est passé à des analyses in vivo dans la souris, parce que c'est là vraiment qu'on a tout le répertoire des possibilités des interactions. J'espère vous avoir convaincu aussi que dans toute cette complexité, on arrive quand même à trouver des lignes générales. Il y a de multiples réseaux de régulation, des progrès incontestables dans la compréhension des cancers humains, mais vous voyez que c'est finalement quelque chose qui a commencé il y a une trentaine d'années et qu'on commence à y voir un peu plus clair maintenant. Et puis, évidemment, c'est ça qui nous intéresse tous. On commence à avoir des débuts d'intervention possibles, maintenant qu'on a bien compris, dans le cas de P53, mais aussi dans d'autres leucémies, maintenant qu'on a bien compris quel est le rôle direct de chaque protéine, on commence à avoir quelques outils qui permettent d'intervenir et donc d'avoir du traitement ciblé du cancer. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir assisté à ce cours et j'espère vous retrouver l'an prochain pour un cours dont je n'ai pas encore déterminé le sujet, mais il apparaîtra sur le site du Collège de France. Merci beaucoup.